Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Un week-end plein soleil, j'espère que ça a été le cas pour le vôtre. Nous sommes aujourd'hui lundi, soyez les bienvenus dans La France Libre, l'émission du Conseil national de transition. Et tout de suite, l'actualité. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La première chose à dire au niveau de l'actualité, c'est que Éric Ciorile en est actuellement à son 195e jour de détention abusive et on n'a toujours pas de nouvelles sur sa future éventuelle sortie. Je pense que ça doit arranger pas mal notre République qui est bien malade maintenant. Voilà, donc je passe la parole à Philippe s'il a quelque chose à dire de plus par rapport à ça. À part des commentaires, non. Effectivement, tu dis l'essentiel, Bruno. Ça n'arrange pas la République de le laisser sortir il est écrit pratiquement que s'il ne sort pas, c'est pour ne pas avoir à diffuser ses paroles et a fortiori ses écrits qui sont réunis sous la forme de son livre principal et unique d'ailleurs qui s'appelle La Démosophie et sur lequel nous nous appuyons puisque la démosophie c'est le point de départ pour une nouvelle civilisation avec une nouvelle façon de penser, avec de nouveaux dogmes ou alors des suppressions des anciens en tout cas, pour rendre un certain nombre de libertés et d'initiatives aux êtres humains qui sont aujourd'hui sous la pression de direction et de gouvernement, malheureusement, d'après nous, non légaux, puisque encore une fois, en 2008, il y a eu l'écroulement de la Constitution en France, Constitution de la République, la 5e République. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, nous sommes bien entendu dans une logique de coercition, mais j'ai envie de parler de dogme aujourd'hui parce que le dogme, c'est ce qui est le fondement de ce qu'on a au fond de nous, quoi. Je veux dire que lorsqu'au Moyen-Âge, Galilée se fait opposer l'impossibilité du fait que le Soleil fasse autre chose que de tourner autour de la Terre, ça serait donc la Terre qui tournerait autour du Soleil, ce qui était une hérésie. Et ça allait contre le dogme. Alors, ça n'était pas une hérésie au sens religieux, c'était une hérésie au sens scientifique et religieux. C'est-à-dire qu'à l'époque,
la science et la religion ne faisaient que. Je voudrais pas trop déflorer le sujet. On va en parler de tout ça et peut-être envoyer dans un deuxième temps la parole à notre ami Sylvain, qui a des choses à nous dire, je crois, intéressantes. Oui, on va partager de l'actualité, mais en images. Voilà. Martin Blachier, qui est avec nous, parce que je voudrais qu'on parle de la vaccination et de ce fameux variant Delta. Mais il y a une info quand même qui est sous-traitée, manifestement, et qui est intéressante. Christophe Lemaître est forfait pour les championnats de France. Et Christophe Lemaître, c'est le sprinter, il ne s'alignera pas au championnat de France, et il n'ira sans doute pas à Tokyo. Bon, pourquoi ? Parce qu'il a été vacciné et qu'il y a des effets indésirables. Donc, il a communiqué. D'ailleurs, il a dit, bien évidemment, c'est difficile pour moi. Pardonnez-moi, je suis soumis à cette climatisation, à cette clim. Bien évidemment, c'est difficile pour moi de prendre ce type de décision, mais il faut être réaliste. Je ne suis pas en mesure de défendre mes chances au championnat de France. Je dois me résoudre à y renoncer aujourd'hui, a-t-il expliqué. Son entraîneur est plus précis. Il y a eu une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu'avant. Et puis, il s'est fait vacciner. On ne l'a plus reconnu. C'est Pierre Carras, qui est un de ses entraîneurs qui... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis avec un chauffeur tout à fait sympathique ce matin et il me propose de vous adresser un message tout simple. Donc je suis Martine Bonner, je suis parlementaire, vous m'avez je crois déjà repéré et depuis mars 2020 je suis la seule à lutter contre la stratégie gouvernementale. Seule sur 577 députés, c'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont derrière moi. Mais en tous les cas, faire son travail de parlementaire sereinement, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible pour moi. J'ai qu'un seul message à vous passer ce matin. Soyez prudents par rapport à cette vaccination. Je n'ai jamais été contre les vaccins, mais aujourd'hui, par rapport à cet outil avec du matériel génétiquement modifié, je vous dis beaucoup de prudence. On a du recul maintenant par rapport aux pays qui ont commencé la vaccination bien avant la France. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a des personnes qui malheureusement perdent la vie. Vous avez vu avec toutes ces thromboses. Alors, prudence, parce que quel que soit le variant, le traitement précoce fonctionne toujours. Des images samedi du côté des Champs-Élysées. Et les images qui suivent se passent dans le sud de la France, ce week-end également. Des images positives. Et un message positif. Manifestation de personnel soignant et les forces de l'ordre. Ils déposent leur casque et applaudissent. Formidable message. Et les soignants applaudissent également les forces de l'ordre. Voilà pour l'actualité en images. Sinon, en quelques mots, eh bien, je pourrais simplement dire que 70% d'abstention. Nous sommes sur le point d'atteindre l'immunité collective pour éradiquer tous les virus politiques. Très bien. Allez, on va... Oui. J'entendais une personne dire que c'était quand même un succès démocratique parce que la démocratie avait fonctionné. Alors, ce monsieur avait pas l'air très convaincu de ce qu'il disait lui-même. Quand on est à 70% d'abstention, c'est que justement, cette démocratie-là, quelle qu'elle soit, ne fonctionne plus. Il va falloir en trouver un autre modèle. Voilà. Non, mais de toute façon, Philippe, l'abstention, jusqu'à maintenant, a été ignorée. Elle a été ignorée, mais c'est le seul moyen pour le peuple de vraiment manifester. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça n'a servi à rien. Donc, le seul moyen que maintenant les gens ont pour manifester leur mécontentement, c'est de ne plus voter. Et de toute façon, là, on assiste à une contestation pacifique et les politiciens ont beau dire, c'est quand même extrêmement révélateur de ce qui se passe.
Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens le dire, c'est que depuis 2008, et même avant, la République française s'est mise à accumuler toutes les caractéristiques d'un système antidémocratique. Déjà par le fait de ne pas avoir respecté la volonté du peuple au niveau du référendum de 2005. Le CNT le dit depuis très longtemps, mais maintenant on entend de plus en plus de gens qui le disent, parce que les gens commencent à se réveiller, à se rendre compte du non-respect de la Constitution, donc de la violation de la Constitution qui a été faite en 2008 quand Sarkozy a fait voter en catimini par les députés le traité de Lisbonne qui reprenait pratiquement à 99,9% les termes de ce qui a été rejeté lors du référendum de 2005. Et on a vu hier, au niveau des partis politiques, on a vu des guerres d'ego. Tous ceux qui ont gagné ont fait des grands discours qui montrent qu'ils s'accrochent au pouvoir parce qu'ils cherchent tous, tout simplement, à prendre le pouvoir en 2022. Et les intérêts du peuple dans tout ça, on n'en a pas vu beaucoup, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Donc, en fait, les partis politiques, c'est un petit peu une façade derrière laquelle se cachent les gens qui ont tout simplement de l'ambition et qui cherchent encore une fois à se servir du système pour leur propre intérêt personnel. En ce qui nous concerne, nous, le CNT, c'est un groupe qui est libre. C'est un groupe qui a l'essence même de la liberté. Il fonctionne uniquement par l'intelligence collective. On peut y rentrer, on peut en sortir quand on veut. Personne n'oblige quelqu'un à rentrer au CNT, à devenir membre ou à en sortir. On n'a pas de cotisation à payer, c'est gratuit. Et par contre, ces bases sont juridiquement imparables et incontestables, sauf pour ceux qui se voilent la face. Mais il y en a de moins en moins. Le CNT, lui, propose un programme qui est donc élaboré d'abord par son fondateur, Éric Fiorilde, qui ne l'a pas élaboré tout seul. Il était entouré d'économistes et de penseurs, de juristes. Et donc, ce programme, il lui a fallu presque 20 ans pour le préparer. Et ce programme, ensuite, a été enrichi, notamment cette année, par le travail des commissions internes au CNT. Donc, le CNT, en réalité, n'a pas de chef. Éric Fiorilde a toujours dit que ce CNT pouvait se développer sans lui, en cas où il lui arriverait quelque chose. Il a même dit d'ailleurs que lorsque le CNT sera installé au pouvoir, il ne participerait plus donc au CNT. Donc, le CNT, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un organisme qui veut vraiment redonner sa liberté et son pouvoir au peuple. Et ça, c'est très important à entendre pour ceux qui nous écoutent actuellement. Bon, évidemment, il y a un état-major, ou on peut appeler ça une commission nationale au CNT, mais contrairement à un parti politique, tous les membres vraiment actifs et de bonne volonté et qui participent vraiment, ils sont les bienvenus. Le CNT soutient ses membres qui souffrent des excès du système. C'est l'essence même du CNT. En plus de ça, le programme du CNT nous dirige vers un changement complet de système et de paradigme. Alors, on ne veut plus rester dans la République. Alors, ça paraît bizarre aux gens qui disent que la République, c'est le summum de la démocratie. Mais on a vu, et on voit notamment, on a vu hier d'une manière flagrante, à quel point cette démocratie est maintenant malade. Donc, il faut changer de système. Alors, non pas comme le propose Mélenchon pour créer une nouvelle république qu'on appellera la 6e ou une 7e, parce qu'on retombera toujours dans les mêmes travers et dans les mêmes problèmes de corruption ou de domination du peuple par une petite élite qui cherche tout simplement à garder le pouvoir. Donc, ce que propose le CNT, c'est par contre que le peuple reprenne, lui, le pouvoir et que le peuple redevienne souverain. Souverain comment? Par des commissions indépendantes qui viendront remplacer les ministères et avec une Cour suprême du peuple au-dessus pour contrôler tout ça. Et cette Cour suprême étant elle-même composée de personnes du peuple parmi des volontaires tirés au sort.
Donc, c'est un système qui a été pensé, réfléchi, étudié très sérieusement et qui n'a rien d'utopique. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est qu'une question de volonté. Il faut que le peuple se réveille et prenne conscience qu'il existe d'autres possibilités que la République actuelle. Donc, Philippe, si tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, merci à tout Oui, le monde. merci pour cette transition vers la Cour suprême du peuple souverain, puisque c'est son terme exact, qui a été désigné comme ça, non pas simplement par Éric, mais par l'ensemble des personnes qui étaient présentes à ce fameux procès de Milan en décembre 2019 et qui ont été fondatrices de toute cette logique qui consiste à dire, eh ben oui, il y a un gouvernement qui va être fort et c'est normal qu'il soit fort parce que pendant 2 ans, on va faire des réformes essentielles. Donc, il a besoin de tous les pouvoirs, ce gouvernement-là. Mais il aura les pouvoirs que si il suit le programme qui a été préétabli et qui est à la disposition de chacun d'entre nous aujourd'hui et depuis déjà un petit moment. Les personnes qui ont pris le temps de le lire, pris le temps d'en prendre connaissance, bah, elles se sont rendues compte que c'était effectivement un programme assez génial qui avait été mis au point par des gens, pas seulement Éric Fiorilles, qui a plein de qualités, mais qui n'est pas omnipotent, omniscient, et qui s'est entouré justement de compétences, que ce soit dans les domaines financiers, que ce soit dans les domaines économiques, militaires et autres. Donc voilà, donc ce plan, ce programme, il va être suivi pendant entre 2 et 3 ans, à l'issue desquels on fera d'une part, on va changer les choses rapidement et on sait pourquoi et on sait comment. Et en deuxième lieu, une fois qu'on aura mis en évidence comment on pouvait changer les choses, on demandera aux Français désormais quel est le mode de gouvernance que vous souhaitez. Et là, c'est là que je dis que la République sera peut-être un mot qui va être retenu. Pour moi, le mot République n'est pas un anathème, quoi. C'est pas un chiffon rouge devant mes yeux. Je dis simplement que la République aujourd'hui, si elle est faillie, c'est parce qu'elle a été mal employée, c'est parce qu'elle a été mal utilisée, c'est parce qu'elle a été détournée au profit de quelques personnes qui sont censés nous représenter et qui en fait ne représentent qu'elles-mêmes. Voilà, la problématique, elle est là. Et si on compare par exemple à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, un homme comme Trump, il ne cherche qu'une chose, c'est à récupérer les termes de la République de 1776 tels qu'ils ont été tordus et totalement détournés en 1871. Alors ça parle à peu de gens, et y compris aux États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Mais ça, c'est de l'histoire et c'est de la vraie histoire. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des choses qui ont été détournées, qui ont fait en sorte qu'en 1871, les États-Unis d'Amérique n'étaient plus vraiment un pays, mais c'était devenu une sorte de consortium commercial à la botte de ce qu'on appelle aujourd'hui toujours Washington DC. Washington District of Columbia. Ce de Washington DC a récemment fait faillite suite à des affaires qui sont arrivées notamment à l'île de Porto Rico, là où était le siège d'une banque. Cette banque a fait faillite, elle devait plus de milliards qu'il n'en fallait. Et automatiquement, par retour de flamme, si je puis dire, Washington DC a fait faillite aussi. C'est un pays qui est en faillite. C'est une entreprise qui est en faillite. Pays, entreprise, c'était la même chose. Donc, selon quel point on se place, soit on est un pays, soit on est une entreprise. Bon, on peut pas être les deux. Et en général, les habitants d'un pays, ils ont le sentiment d'habiter dans un pays, pas dans une entreprise. L'entreprise, c'est là où ils se lèvent tous les matins pour aller bosser. Pour eux, c'est ça l'entreprise. Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi au sein d'une entreprise, Washington DC. En France, on n'a pas eu trop ça à vivre, mais cette République, elle a atteint ses limites, évidemment, et on va faire en sorte, non pas de l'éradiquer, mais de faire en sorte de demander aux Français ce qu'ils veulent à l'issue de 2 ans d'une période exceptionnelle où nous allons suivre un programme. C'est une étape relativement, enfin, tout à fait même originale dans l'histoire des hommes. Je n'ai pas souvenir qu'il y a eu comme ça des remises en cause en disant on veut tout mettre par terre et en arrivant avec la solution. Alors, on ne veut pas forcément tout mettre par terre parce qu'on ne veut pas notamment qu'il y ait du sang dans les rues, on ne veut pas que les gens se battent, c'est pas le sujet. On veut que les gens prennent conscience du monde dans lequel ils vivent et par conséquent des solutions qu'il faut apporter pour que ce monde soit meilleur. Voilà. Et aujourd'hui, on nous fait peur avec des pandémies. On nous fait peur et on nous dit mais tout va bien. En France, tout va bien. Regardez, on va être élu. Moi, je dis on, c'est M. Macron qui parle à ma place. Hein. On va être élu parce que les gens ont tellement peur de tout. On a réussi à leur ficher une couille bleue. Et donc, on va être élu, on est tranquille. Puis le deuxième point, c'est qu'on va être élu et on va être conforté par les personnes qui nous ont permis d'être élus, c'est-à-dire les grands capitalistes qui ont mis M. Macron et son équipe en place et qui ont payé pour sa campagne présidentielle, qui ont payé cher, et qui, bien entendu, attendent des dividendes de cet investissement et qui l'ont.
qu'ils l'ont déjà. Comment, à travers quoi ils l'ont? Bah, tout simplement, la bourse n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Donc tout va bien pour M. Macron et son équipe. Il est en train de rendre les bons services à ceux qui l'ont fait élire, et il sait qu'il va être réélu parce que les gens ont tellement peur, ils pensent tellement que c'est grâce à lui que on n'est pas plus de morts que ça. Tout va bien. Donc voilà, ce contre quoi il va falloir se poser, contre quoi il va falloir discuter. Ce que je viens de dire là, sur la peur et sur le fait que la bourse va bien, c'est pas moi qui l'invente. Il faut écouter les propos de Monsieur Gaël Giraud, qui est un économiste français d'ailleurs. Parfois, on peut penser de lui ce qu'on veut, mais il a quand même quelques titres, ce monsieur. Et lui il parle de ça. Il dit voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça, c'est qu'ils vont être réélus parce que les gens ont peur. Et en plus, demain, aujourd'hui, la bourse est déjà au sommet de tout. Alors évidemment, avec des artifices financiers, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que les entreprises investissent pour faire en sorte que la valeur boursière monte tous les jours. Voilà, leur argent leur sert à ça, mais on produit plus rien d'autre que de la bourse. Donc évidemment, à terme, à moyen terme, voire à court terme, ça n'est pas viable, mais ça c'est un peu leur problème, c'est plus tout à fait le nôtre. Alors ce changement de paradigme, il aura forcément lieu de gré ou de force, c'est-à-dire qu'on va avoir des changements majeurs qui s'annoncent au niveau financier, et c'est toujours pas moi qui le dis, c'est toujours les économistes bien renseignés, bien avertis, qui nous disent, ben, malheureusement, mesdames et messieurs, ça va pas bien se passer, quoi. Voilà où nous en sommes. Et alors, la question, c'est comment se fait-il que nos dirigeants nous conduisent, nous, le peuple, dans le mur, tout simplement. Et là, la réponse, elle est circonstanciée, c'est-à-dire que le monsieur, il répond, bah, écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire que ces gens obéissent à des règles qui sont un petit peu les mêmes que celles auxquelles obéissait le Soviet suprême en Union soviétique dans les années 80, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'en faisant ça, ça allait faire ça allait avoir un résultat positif, alors qu'en fait, c'était totalement faux. Mais ils étaient totalement dans le dogme du socialisme et du communisme. Et c'est ce dogme qui les a tués. Donc, on est dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire le dogme, ça vient d'où et ça nous emmène où? Alors, ça vient d'où? Bah, ça vient historiquement, bien souvent de la religion. Évidemment, lorsqu'un garçon, un monsieur comme Clovis, dans les années 480 après Jésus-Christ, est en mauvaise posture militaire et prêt de se faire battre par les armées diverses et variées d'ailleurs, hein, qui étaient coalisées contre lui, et il est marié à une chrétienne alors que lui ne l'est pas. Ses troupes et lui-même sont traditionnellement des animistes ou vivent dans le cadre de religions tribales, avec leurs dieux, avec tout un panthéon, hein, comme il y en avait souvent dans les différentes religions pratiquées à l'époque. Il n'y avait pas que la religion chrétienne, loin s'en faut. Voilà, donc on est juste après la chute de Rome en 473, on est peu de temps après. Et donc, là arrive cette fameuse bataille où ce prince franc, qui vient du nord de l'Europe, enfin, en tout cas du nord de la France, qui épouse une chrétienne, et il a un très mauvais cas à jouer, et il y risque sa vie, ses troupes, ses hommes, et il dit la chose suivante. Il dit à sa femme, qui lui dit, prie Dieu et tu gagneras. Et il lui dit, bah, écoute, c'est très simple. Si ton Dieu me fait gagner la bataille, je me convertis au christianisme. Et ça, c'est pas juste une façon de parler. C'est très important. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens qui se battaient, bien souvent, les vaincus adoptaient la religion des vainqueurs. Et c'était souvent ça, d'ailleurs, la part la plus importante de la victoire. C'était de convertir des gens qui avaient aussi un panthéon avec des dieux, de faire en sorte de dire, bah, voyez, vos dieux vous ont pas fait gagner la guerre. Vos dieux ne vous ont pas fait gagner la bataille. Donc, c'était de mauvais dieux. Donc, c'était de mauvaises croyances. C'est tout ça que ça veut dire. Et là, maintenant, vous êtes condamnés, entre guillemets, à honorer nos dieux. Alors, c'était les dieux des Romains à l'époque, bien évidemment. Et puis, quand est arrivée la chrétienté, ça a été le dieu chrétien. Donc, j'en reviens à l'histoire de Clovis. Clovis, il dit, bah, j'adopterai la religion de ton Dieu. Il s'adresse à son épouse, si la bataille est gagnée, et j'espère qu'il va me faire gagner la bataille. C'est exactement ce qui s'est passé. La bataille a été gagnée et il a été converti, et il a changé de dogme, il a changé de religion, et il est rentré dans le dogme chrétien. Voilà. Donc les dogmes, il y en a eu toute une série, des dogmes religieux, bien évidemment. Hein. Si on est dans le dogme religieux, selon qu'on y est ou qu'on n'y est pas, eh bien, on va être excommunié, on va avoir plein d'ennuis, ou au contraire, ça va bien se passer. Il y a eu des dogmes scientifiques, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'histoire de Galilée, qui osait prétendre que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse, et qui a risqué sa vie pour ça.
Et puis des dogmes, il y en a tout le temps, hein. Aujourd'hui, par exemple, un dogme scientifique, c'est de penser que les virus sont les porteurs de maladies. Alors que même sur la fin de sa vie, Pasteur, qui était à l'origine de ce dogme, a reconnu que ce qui était tout, c'était le terrain, c'était pas le virus. Et aujourd'hui, nous sommes sur le dogme d'avant sa dernière parole à ce monsieur. C'est-à-dire qu'on a continué de penser que le virus était à l'origine de tous nos problèmes, alors qu'en fait, il n'en était que l'indicateur. Et aujourd'hui, on est dans ce dogme-là. Donc, il existe aussi des dogmes scientifiques. J'ai entendu un jour une dame scientifique de haut vol qui me disait, en science, tout est vérifiable, tout est blanc ou tout est noir. Il y a pas de croyance en science. Bah si, il y a des dogmes, il y a des dogmes. Et en sciences vaccinales, en sciences de ces médicales, il y a beaucoup de dogmes. Donc voilà, aujourd'hui aussi, nous sommes dans des dogmes. Alors, est-ce qu'on va franchir ces dogmes-là? Est-ce qu'on va les améliorer? Est-ce qu'on va les faire sauter? Voilà. C'est tout ce que, au sein du CNT, on veut qu'il soit mis sur la table. On ne dit pas qu'on a la science infuse, on ne dit pas qu'on a raison sur tout. On dit simplement, ah voilà, il y a une catégorie de savants qui nous disent, comme Madame Alexandra Home, que ben, les vaccins que l'on propose en ARN messager, ben, il se pourrait qu'il y ait une modification de la génétique du corps telle que ben, on ne sache plus très bien où l'on va, donc danger. Elle est relayée en cela par la fameuse la fameuse comment dirais-je, parlementaire qu'on a vue tout à l'heure grâce aux images de Sylvain. Madame Martine Vonner, merci, qui a relayé à peu près la même chose, alors qu'elle était également médecin, et d'autres qui passent à la télévision et qui nous disent des choses différentes, et qui se permettent de se moquer de ces personnes que je viens de citer, qui sont pourtant d'éminents savants, d'éminents médecins, qui jusqu'à cette affaire de Covid passaient très bien. Voilà. Donc, le dogme, c'est ça, c'est se dire, est-ce que je suis dans une liberté ou est-ce que je suis dans une chape? Est-ce que je suis dans une contrainte? Est-ce qu'il faut que je me sorte du dogme ou est-ce que ce dogme est un guide qui va me servir au contraire pour la vie? Alors, quand il s'agit d'un guide, j'ai envie de dire, tout va bien, on a besoin de guide. Par contre, le dogme, ça peut paraître, ça devrait paraître désormais quelque chose de négatif, qui consiste à dire j'y crois dur comme fer, quelles que soient les preuves du contraire qu'on puisse m'apporter. Alors, si tu le veux bien, Philippe, nous allons imager quelque peu notre propos de ce soir, puisque j'ai préparé une petite introduction. Je te remercie. On te retrouve tout de suite. Le lundi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Dogmatisme, étymologie. Du grec dogma, opinion, avec le suffixe isme, servant à former des mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou encore une théorie. Le dogmatisme est le caractère de doctrine qui représente les affirmations comme des vérités fondamentales, incontestables et intangibles sans esprit critique. Le plus souvent, dans le domaine politique ou religieux, ces doctrines peuvent, dans certains cas, être imposées par la force. En philosophie, le dogmatisme affirme la possibilité pour l'homme d'aboutir à des certitudes et à des vérités. Il s'oppose au scepticisme. Par extension, et avec un sens péjoratif, le dogmatisme est la propension à donner à ses principes, opinions ou raisonnements un caractère affirmatif, impérieux, péremptoire, rigide, n'admettant pas la discussion. L'adjectif dogmatique est ce qui concerne les dogmes. Il est utilisé pour qualifier une certaine rigidité des principes ou des raisonnements. Mais le terme désigne aussi, par extension, la rigidité de certaines pensées politiques ou philosophiques. Un théoricien dogmatique aura tendance à échafauder un système de pensée fermé et à défendre sa validité quelles que soient les critiques. Kant, dans son ouvrage « La critique de la raison pure », opposait par exemple l'attitude critique, qui vise à connaître les limites de notre pensée et à la faire progresser, à l'attitude dogmatique. Une pensée dogmatique se base souvent sur des éléments qui forment au moins une certaine cohérence entre eux, et sur une quantité plus ou moins grande de faits avérés, tout en rejetant les éléments qui peuvent la contredire. Les dangers du dogmatisme, le sujet de ce soir. C'est vrai, Sylvain, que le dogmatisme a créé, je dirais, il a servi, il a été utile pour servir de guide à certaines civilisations, mais très vite, comme les choses évoluent, comme les choses changent sans arrêt, automatiquement, un dogme il devient périmé. Mais comme les dogmes, par définition, résistent, donc très souvent, il y a eu des résistances quand il y a eu des nouvelles théories, notamment dans le domaine scientifique et même dans le domaine politique, dans tous les domaines, ou dans le domaine religieux.
à partir du moment où les gens habitués à vivre avec ces dogmes s'accrochaient justement à ces dogmes pour ne pas, pour ne pas évoluer parce qu'en fait, ils avaient peur. Ils avaient peur d'évoluer. Et le problème, c'est que le monde évolue en permanence. Donc, quand on a des théories qui deviennent des dogmes, eh bien, c'est valable pendant un certain temps et jusqu'au jour où ça s'effondre. Alors, des fois, ça s'effondre doucement, puis des fois, ça s'effondre brutalement. C'est ce qui déclenche les révolutions, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau politique. Un exemple que je pourrais donner au niveau scientifique, c'est la théorie de Wegener, qui date du début du XXe siècle, qui lui avait déjà deviné presque 80 ans avant qu'elle soit reconnue. Il avait élaboré la théorie de la dérive des continents, c'est-à-dire que des plaques de croûte terrestre glissent les unes sur les autres, et c'est ce qui crée les chaînes de montagnes. Ça a mis pratiquement 70 ans à être admis. Ça n'a été admis que quand il y a eu suffisamment d'évolution dans les techniques scientifiques pour pouvoir vérifier que la théorie était bonne. Donc, pendant ces 70 ans, les scientifiques traditionnels se sont accrochés au dogme précédent. Voilà. Donc, et ça, on va le retrouver dans tous les domaines. On le retrouve dans le domaine politique très souvent aussi. On a des partis qui s'effondrent par rapport à ça. Si je prends l'exemple du Parti communiste français, bon, il est resté accroché à ses dogmes jusqu'à il y a peu de temps. Et finalement, à partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée, le parti s'est effondré aussi pratiquement en quelques années. Et ça, on le retrouve partout, on le retrouve partout. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'humanité évolue sans cesse et que la situation d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Voilà. Philippe, tu as peut-être quelque chose à dire sur l'histoire, Oui, oui. justement, par rapport à ça. Non, mais absolument, on peut donner même des exemples encore plus flagrants. Je pense le dogme de la vitesse de la lumière indépassable, ça, c'est un dogme. Parce que les physiciens aujourd'hui sont tous d'accord pour dire que c'est peut-être faux. Je crois même savoir qu'il y a eu des expériences faites avec des micro-ondes qui ont montré en laboratoire qu'on pouvait dépasser la vitesse de la lumière. Alors quand les enseignants, les profs de physique qui découvrent ce genre de découverte dans les revues spécialisées, quand les enseignants, les profs d'université se tournent vers les rectorats en leur disant, voilà, maintenant, c'est démontré qu'il n'y a pas la limite de la lumière, elle est dépassable, la vitesse de la lumière est dépassable. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enseigne comme ça. Et là, il leur a répondu, si vous en parlez, vous êtes viré. Donc, ça veut dire qu'il y a une institution au sommet qui a établi des cadres et que ces cadres, il est hors de question d'en sortir. Hors de question d'en sortir. Donc, c'est ça le dogme, c'est le danger du dogme. C'est comme tu le disais, Bruno, au départ, il y a une positivité du dogme qui consiste à se donner un guide, mais à ce moment-là, c'est un guide. Et quand ça devient un dogme, ça veut dire que c'est un cadre qu'il a été décidé religieusement ou politiquement que c'est indépassable. Quand on nous dit que la République est l'horizon indépassable de la démocratie, c'est un dogme. Il peut y avoir d'autres solutions. Alors, la démocratie, les organisations humaines, on peut les faire d'un tas de façons différentes. Représentation ou pas de représentation. Et si représentation il y a, de quelle façon on peut représenter? On peut discuter des heures sur les organisations politiques humaines. Mais est-ce que ce sera une république ou est-ce que ce sera autre chose qu'une république? Ça, par contre, aujourd'hui, nous sommes en train de faire voler en éclats, d'une certaine façon, un dogme, ce qui est celui de la République. Déjà, Philippe, à l'époque de la Révolution française, il y avait deux formes déjà qui coexistaient et qui se sont battues entre elles. Il y avait les Jacobins et puis les Girondins. Et donc, ça a penché vers les Jacobins, alors que les Girondins étaient beaucoup plus pour le pouvoir décentralisé au niveau du peuple. Donc, même dans l'idée de la République, il y a plusieurs façons de voir les choses. Absolument, absolument. Et pour prendre un autre exemple scientifique de dogme, c'est celui des évolutionnistes contre les créationnistes. Donc ça, c'est une évolution. Alors c'est un dogme qui n'est toujours pas stabilisé, c'est-à-dire qu'on attend des preuves que l'homme est le fruit d'une évolution naturelle à partir d'une amibe et que on est devenu ce qu'on est en passant par différents chemins, mais à partir d'une amibe.
Et puis d'autres qui disent non, non, c'est pas du tout ça. L'homme est arrivé quasiment, il a été créé sur Terre par voilà Dieu, ou ses représentants ou d'autres civilisations, que sais-je encore. Donc là, on est dans le créationnisme. Et faire la preuve de l'un et de l'autre aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Donc ces deux théories s'affrontent fondamentalement. Elles désignent des modes de pensée et des modes d'évolution de l'humanité totalement différents. Et pour l'instant, nous en sommes là. Donc là, on est sur la création, dogme en création. Il y a certains pays qui vous interdisent l'enseignement du créationnisme. Je me souviens qu'aux États-Unis d'Amérique, par exemple, c'était interdit, le créationnisme était interdit, sauf qu'il a été rétabli dans certains États du Sud par George Bush Jr. À l'enseignement, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire que les enseignants avaient le droit de dire aux enfants, bah, vous savez, il est possible que les hommes soient arrivés sur Terre comme ils sont, quoi. Voilà, apportés par les cigognes, et voilà. Et c'est la création naturelle, mais on descend pas d'une abîme, ça c'est sûr. Voilà. Et ça a été autorisé. Donc ça a été autorisé à l'époque de Bush. Et aujourd'hui, très sincèrement, compte tenu de tout ce qu'on sait à nouveau, on n'a pas de réponse claire à cette question-là. Alors, certains nous disent que oui, il y a une possibilité d'évolution dans une espèce donnée, ça paraît naturel, qu'une espèce se mette en situation de s'adapter à la nature autour d'elle et au monde qui l'entoure, ça paraît naturel. Mais est-ce qu'une amibe peut devenir un homme, même à long terme? Finalement, on peut réfléchir à la question. Hein. Voilà, donc c'est tout ça qui est en cause. C'est tout ça qui est en cause, et on s'aperçoit en fait que la science, aujourd'hui, elle est remise en question. Tout ce qu'on croyait vrai autrefois, ne l'est peut-être plus. Tout ce qu'on croyait vrai au sujet de la seringue, etc., et ce qu'il y avait dedans, aujourd'hui, on n'est plus très sûr. On a des ministres ou des parlementaires qui font des lives dans des taxis pour nous dire leurs doutes. Je pense que quand un parlementaire en est à faire des lives dans un taxi pour nous exprimer son doute, c'est que c'est un besoin urgent et profond. Et que ça cache quelque chose de fort, parce que normalement, la tribune, c'est l'Assemblée nationale, c'est pas un taxi. Voilà. Mais ça en dit long sur le malaise de la personne, qui certes est toute seule à penser ce qu'elle pense, mais elle aurait pu aussi s'exprimer dans l'hémicycle, ce qu'elle n'a pas choisi. Bon, voilà, donc on est sur des convictions qui sont en train de basculer, sur des idées, et puis on s'aperçoit que c'est pas forcément le plus grand nombre qui a forcément raison, que tout un ensemble de personnes peut être aveuglé par des idées qu'elles croyaient bonnes et qui se révèlent fausses, etc., etc. Bon. Donc voilà, donc le dogme, c'est un mur en béton qui sert de ligne de démarcation, c'est sûr, qui sert de repère, très probablement, il n'y a aucun doute. On a besoin, nous, humains, de repères, mais qui est aussi une limite très forte quand on s'aperçoit à certains moments de l'évolution de l'humanité, de son intelligence et de sa capacité à vivre ensemble. On s'aperçoit à ces moments-là, à certains de ces moments-là, qu'il faut bouger les murs, quoi. Il faut vraiment bouger les murs. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire sur le dogme, sachant qu'on n'a pas raison forcément si on est contre. On peut être contre et se tromper. Mais et je pense que moi, enfin de mon côté en tout cas, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de se tromper et dénoncer ce que l'on a à dire, plutôt que prendre le risque de ne plus rien dire du tout, car là, on se sclérose, on s'enferme et on finit notre évolution. Et là, on est on devient à la merci de n'importe quel groupe, qu'il soit humain ou autre, qui va nous subvertir et nous traiter comme du bétail. Parce qu'on n'est plus en mesure de réfléchir, on n'est plus en mesure d'avoir une imagination, alors que c'est le propre de l'homme. Un des propres de l'homme, c'est d'imaginer, c'est d'aller de l'avant, c'est de se projeter dans le futur avec des idées nouvelles, et que si on empêche ça pour les individus, c'est terrible. Alors, on sait que toute la formation des enfants, notamment à l'école en particulier, de la République en plus, consiste à former et formater, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants ne marchent au pas, que les enfants ne fassent plus qu'un, etc., comme s'ils étaient les mêmes, comme s'ils étaient tous des clones, alors que par définition, l'humain est composé d'individus différents les uns des autres. Pourquoi vouloir en faire des clones? C'est quelque chose que nous avons vécu dans notre enfance, c'est quelque chose que nos propres parents ont vécu dans leur enfance. Mais nos parents et nos arrière-parents étaient contents d'apprendre à lire et à écrire. Ça, ils étaient ravis. Et bien souvent, une fois qu'ils avaient appris à lire et à écrire, ils partaient au travail. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants qui, dès l'enfance, apprennent des choses qui sont dogmatiques. Aujourd'hui, on leur rentre dans la tête des choses qui surprennent pour les gens de notre génération, sur la sexualité, sur un tas de sujets.
et on leur promet la pensée unique, c'est leur unique avenir. Il faut qu'ils pensent de cette façon-là et pas d'une autre. Alors que ça, c'est pas du tout ce que j'ai entendu quand j'étais enfant. Bien entendu, quand il y avait un enfant qui était un petit peu turbulent, qui faisait les choses différemment, il se faisait rappeler à l'ordre. Mais il n'était pas forcément châtié, quoi. Voilà. Donc, on avait le droit encore, en tout cas, moi, dans l'enfance que j'ai connue, dans les écoles que j'ai croisées, on avait encore le droit, la possibilité d'être un peu différents les uns des autres. Aujourd'hui, ça me paraît de plus en plus hypothétique. Voilà. Donc, il y a un dogme républicain qui est flagrant et il existait même sous l'Ancien Régime. Et comme disait La Fontaine, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Quand on voit au niveau des élections ceux qui gagnent les élections, même avec 51%, eh bien, la raison du plus fort n'est pas forcément la meilleure, parce que sinon, la France ne serait pas dans l'état où elle est actuellement. Parce que les politiciens ont toujours des beaux discours, ils sont les plus forts, mais une fois qu'ils sont élus, eh bien, le peuple, lui, n'a qu'à obéir. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, on nous oppose souvent, lorsqu'on nous explique, des personnes de l'extérieur qu'au sein du CNT, on travaille sur des organisations internes politiques pour que les choses se passent bien et que le peuple ait le droit à la parole et que surtout il soit décideur en dernière analyse. Alors, si vous posez un tas de choses, ouais, mais ça fait des années, on a fait ça pendant la Révolution française, gna gna, ça a jamais marché. En 1848, ça n'a pas marché. On a donné le pouvoir aux poètes, ça a changé le paradigme. Et tout ça s'est écoulé. Bon, ça a fini par le Second Empire avec Napoléon III, etc. Bon. Oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai parce que c'est le fruit d'une évolution et que je crois qu'on n'arrive pas à la solution sans être passé par une série d'erreurs, par une série d'essais, par une série de, voilà, il fallait des prototypes, il fallait essayer plusieurs fois avant que ça fonctionne. Et la nature nous donne exactement cette même leçon. C'est-à-dire que la nature elle-même, elle fait beaucoup d'essais avant d'arriver à quelque chose de parfait. Et avec le temps et avec l'intelligence de la nature, les choses arrivent. Nous, on a une échelle de temps qui est un peu différente, mais on a une capacité peut-être plus importante à réfléchir. Et quand on s'inspire d'anciens systèmes d'organisation humaine qui remontent à la Grèce antique, puisqu'on dit de la Grèce antique que c'est le berceau de la démocratie. Oui, c'était le berceau de la démocratie, bien sûr. Simplement, c'était une démocratie pour les quelques prétoriens, enfin pas les prétoriens, mais les quelques riches personnes qui avaient le pouvoir, qui étaient capables de prendre la parole en public, etc., etc. Pour le reste, c'était les ilotes, c'est-à-dire l'immense majorité de celles et ceux qui avaient été mis en esclavage. Ces êtres humains étaient considérés naturellement comme des esclaves naturels et ça ne posait pas de problème moral à ces sociétés dites démocratiques d'avoir autour d'elles des ressources exceptionnelles qui sont des esclaves, chose que nous avons, nous, abandonnée avec le temps, officiellement, en tout cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Je crois qu'il faut remonter pour la France à 1848, pardon. Les Anglais l'ont fait un peu plus tôt que nous, l'abolition de l'esclavage. Mais cette ressource, car c'en est une, physique, qui consiste à travailler pour mon compte gratuitement, cette ressource-là, elle a été supprimée en définitive. Donc voilà. Donc est-ce qu'on veut retourner à un système d'esclavage où une petite minorité de personnes se servirait d'une immense majorité pour en faire ses esclaves, après les avoir entravés, après les avoir, pourquoi pas drogués, pourquoi pas diminués intellectuellement par on ne sait quel artifice? Est-ce que c'est ça la société vers laquelle on veut aller? Ou bien est-ce qu'on veut emmener 7,5 milliards d'êtres humains vers la liberté, vers l'autonomie et vers le libre choix? C'est plutôt de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est ça. Donc, évidemment, on répond par, moi en tout cas, et au CNT, on répond par la réponse numéro 2. Bien évidemment qu'on emmène tout le monde, car il y a de la place pour tout le monde, il y a la reconnaissance que chaque être est différent du voisin et que cette différence constitue une richesse. On est compte, 7,5 milliards, on est hyper riche de toutes ces idées, de toute cette intelligence collective qu'on va pouvoir mettre ensemble pour faire une nouvelle société. Voilà ce que nous appelons nos vœux. Alors voilà, donc ça c'est des choses très, très, très importantes et qui nous sortent évidemment du dogme, car je dirais que la fonction ultime du dogme, c'est d'empêcher les gens de penser, puisqu'on a déjà pensé pour eux avant, et qu'elle est aussi d'incarcérer en quelque sorte, c'est-à-dire de nous garder dans un cachot d'où on ne sortira pas, et qui fait que ça fait la joie ou le bonheur de celles et ceux qui ont construit ce cachot, quoi, et ce dogme, et ces dogmes.
Donc finalement, le dogme devient un outil politique, c'est-à-dire une influence sur l'ensemble de la population, évidemment négatif, on l'aura compris, puisqu'il s'agit de coercition essentiellement, il s'agit d'interdiction. On a vu aussi bien dans le cadre de la science, avec des gens très intelligents qui se font interdire les choses, ou que ce soit au niveau basique, où tout le monde se fait interdire de ne pas marcher dans la rue sans un masque, par exemple, parce il y a une pandémie. Est-ce que c'est dogmatique ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dogmatique? Alors, on a tendance à penser que ça peut être dogmatique, puisque des gens, des savants bien reconnus dans leur métier nous expliquent que ça sert pas à grand-chose, un masque. Bon, ok, bon, bah, très bien. Mais à la télé, on nous dit que ça sert. Bah oui, mais vous faites comme vous voulez. Et le dogme nous dit que il faut obéir à ceux qui sont dans la télé. Et à part le dogme, qu'est-ce qui nous demande d'obéir à ceux qui sont dans la télé? Eh ben, la violence. Eh ouais, tout simplement, la violence d'État, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire les primes, c'est-à-dire les amendes qu'on va prendre si jamais on ne fait pas ça. Et si jamais on est récidiviste, ça peut aller plus loin, etc., etc. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'on veut de ce monde ou est-ce qu'on veut faire voler en éclats les dogmes? Et la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour se débarrasser d'un dogme? Voilà. Bah, Mais comment voilà. dans l'humanité, de toute façon, c'est un peu comme dans la théorie de Darwin. Au début, il n'était pas question de la remettre en cause par le fait que d'une génération à l'autre, tout se transmettait uniquement par des mutations génétiques. Et puis Lamarck, qui s'opposait à Darwin, disait non, non, c'est pas vrai, la fonction crée l'organe. Et donc, il peut y avoir au cours même d'une seule génération, selon les conditions de vie de l'individu, un nouvel organe peut se créer pour la génération suivante. Et ça a été longtemps nié, et la théorie de Darwin était devenue un dogme. Et en fait, on a découvert, notamment avec la génétique et avec ce qu'on appelle l'épigénétique, que notre mode de vie peut influencer notre code génétique qu'on va transmettre à nos enfants. Donc, en fait, dans ce cas-là, la fonction peut aussi créer l'organe. Et ça peut s'appliquer aussi à la sociologie et à l'économie. On a beaucoup d'économistes et de sociologues qui voyaient l'évolution des civilisations d'une façon assez dogmatique, assez rigide. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, en quelques années, tout se casse la figure et que c'était prévisible parce que justement, l'information a circulé et que les gens ont décidé de changer de système beaucoup plus rapidement que ce qui était imaginable. On prend l'exemple de la chute du mur de Berlin, par exemple, qui s'est passé en une journée. Hein. Voilà ce que je voulais aussi rajouter à ce que tu viens de Oui, dire. oui. Bah, la chute du mur de Berlin, c'est des phénomènes qui nous échappent un peu. C'est-à-dire que ça vient de plus haut et en fait, je dirais que la manifestation populaire, ça a été le déclenchement voulu. Voilà. Et ça s'est passé parce qu'ils l'ont bien voulu et que ça a fonctionné comme ça. S'ils ne l'avaient pas voulu, il y a eu d'autres déclenchements populaires dans les années 50 dans l'Europe de l'Est qui se sont terminés en bain de sang. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une maturation, une maturité qui faisait que le système soviétique ne pouvait plus tenir en l'état et qu'il était prévu qu'il s'écroulât. Voilà, et il s'est écroulé. Sous la pression du peuple, certes, mais aussi sous d'autres pressions économiques, politiques, techniques que ces gens. Quoi. Puis je voudrais revenir aussi sur la notion de Darwin que tu as citée. Effectivement, tout à l'heure, j'ai oublié de citer Darwin en parlant de l'évolutionnisme, la théorie de l'évolution. J'ai pas lu personnellement de l'évolution des espèces de Darwin, mais d'après les commentaires que j'en ai lus, Darwin n'était pas un fondu de l'évolution à tout crin, de la Bible jusqu'à nous. Hein. Il était partisan d'une évolution logique. Comme je l'ai évoqué d'ailleurs, lorsque le milieu change, ben, l'oiseau s'adapte au milieu, il change de coloris et de couleur de plume, etc. Voilà. C'est une évolution logique, mais il reste un oiseau. Quoi. Il devient pas un chat ou un rat, quoi. Ou un homme. Voilà, ce qui est plus ample informé. Et ce que je veux dire, c'est que on a un peu détourné la pensée et les écrits de Darwin en lui faisant dire des choses qu'il n'avait pas forcément dit. La théorie de l'évolution, c'est un mot qu'il doit employer 2 ou 3 fois au maximum dans son ouvrage. Par contre, il emploie souvent le mot amour, très étonnamment, et ça, on n'entend jamais, on dit jamais. Voilà, le genre de statistique sur les mots qui est intéressant de remonter et de se dire quoi? Se dire, bah, ils ont interprété à la façon qui les intéressait un document qui n'a été lu par personne. Car la théorie des espèces de Darwin,
à part quelques spécialistes, qui l'a lu. Et ce serait intéressant de faire un sondage pour savoir qui a lu ce document. Personne, parce que justement, on en a tellement fait l'exégèse, on a tellement parlé de ce qu'il a mis à l'intérieur, que personne n'a vu l'intérêt d'y aller voir, puisque justement, on nous a déjà tout dit. Et c'est là qu'est la manipulation. C'est que justement, ce qu'on nous dit qu'il a dit, c'est pas vrai. Et Einstein, est-ce qu'il a dit qu'on ne dépasserait jamais la vitesse de la lumière? Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Par contre, il a fait une équation qui arrangeait tout le monde parce qu'elle sous-tendait le fait qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière, mais à condition que l'équation soit la bonne, etc. Il y a aujourd'hui des êtres humains qui nous disent, des gens très savants, qui nous disent l'équation d'Einstein, elle est très bien, mais elle est parcellaire, c'est-à-dire qu'elle ne prend en compte qu'une partie des éléments techniques et scientifiques. Il faudrait lui rajouter une sorte d'équation jumelle qui viendrait étendre en quelque sorte l'équation d'Einstein et qui, elle, par contre, n'est pas du tout bloquante par rapport à la vitesse en général et en particulier le dépassement de la vitesse de la lumière. Voilà des choses qu'on entend aujourd'hui avec des gens qui évidemment se font rabrouer et qui sont cachés. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas le but, mais ce sont des gens qui n'ont pas droit à la parole. Ça nous rappelle quelque chose. Quand on nous dit quelque chose de vrai qui dérange, on nous fait taire. C'est exactement ce qui arrive au CNT. Ça arrive aussi de la même façon à des scientifiques à cause d'un dogme qui a un objectif précis de nous maintenir dans une ignorance, en l'occurrence, dans une ignorance précieuse pour ces messieurs, grâce à laquelle ils vont pouvoir nous emmener où ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'ils croient aujourd'hui. Voilà pour la partie numéro 2 du dogme. Pour être informé des émissions du Conseil national de transition, vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir le Conseil national de transition ou bien tout simplement vous inscrire. Il y a le site www.conseilnational.tv. Merci Bruno, merci Philippe, merci les amis, excellente soirée. On se retrouve mercredi à 20h30 pour une nouvelle émission. Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition.